Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de synthèse pour le niveau de première en spécialité qui porte sur le chapitre de regard croisé qui s'intitule « Comment l'assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les pays développés ?» Vaste programme. C'est parti, quelques grandes parties, quelques grands éléments de la réponse que je vais apporter. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un risque? Et surtout, qu'est-ce qu'on va appeler dans nos sociétés des risques sociaux? À partir de là, on va se poser la question de comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces risques sociaux. On verra que d'un pays à un autre, on apporte des réponses différentes. Et selon quels principes on va se baser pour gérer collectivement ces risques. Et enfin, on se posera dans une dernière partie la question des avantages de la gestion collective des risques et la question des inconvénients de la gestion collective des risques. Allez, c'est parti. On constate, quand on parle de risque, que les individus ont des goûts du risque différents, ont des pratiques différentes face au risque. Certains individus sont amateurs de risque, on va dire qu'ils ont une propension au risque. D'autres ont le dégoût, ils ont une aversion au risque. Par exemple, les amateurs de ski extrême dans le massif du Mont Blanc, ils ont une propension, un goût pour le risque. A l'inverse, un amateur de jeux d'échecs aura peut-être lui une aversion pour les risques de façon générale. On constate que le goût du risque et le comportement face au risque varie d'un individu à un autre selon un certain nombre de critères. Si par exemple on prend le cas de la situation par rapport à la conduite routière, les jeunes et les vieux se conduisent différemment et conduisent leur voiture différemment puisqu'ils ont un goût du risque différent. Les jeunes prennent davantage de risques, ils ont d'ailleurs beaucoup plus d'accidents, il y a beaucoup plus de morts chez les jeunes. Donc on voit une propension au risque plus forte dans certains groupes sociaux, ici les jeunes. On constate aussi que la propension au risque en matière de conduite routière, elle est plus forte chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire que les hommes prennent beaucoup plus de risques au volant, ils ont beaucoup plus d'accidents et il y a beaucoup plus de morts chez les hommes. Donc encore un élément qui nous montre que d'un groupe social à un autre, on peut avoir des goûts du risque différents. En fait, on parle de risque puisque dans nos sociétés, on identifie quelques éléments qu'on appelle des risques sociaux, c'est-à-dire des événements qui peuvent arriver dans la vie de l'individu et qui peuvent impacter de façon négative ses revenus. Parmi ces événements, la maladie, la vieillesse, la maternité, le chômage et l'accident du travail. Certains de ces événements sont impossibles à probabiliser pour un individu, c'est-à-dire vous ne saurez pas si dans 10 ans vous allez avoir une maladie grave ou pas. Vous ne savez pas si dans 3 ans vous allez perdre votre emploi ou pas. Donc c'est des événements qui affectent de façon imprévisible la vie de l'individu. Face à l'existence de ces risques sociaux, la France a choisi de mettre en place un certain système, notamment suite à la Seconde Guerre mondiale. D'un pays à un autre, on va constater des choix différents qui découlent de l'histoire du pays, des choix politiques qui ont été faits. Donc en France, par exemple, on a fait le choix d'une prise en charge de ces risques sociaux, on va dire par 3 institutions principales. 3 groupes principaux. Tout d'abord, l'État et la sécurité sociale. D'autres institutions, d'autres organismes vont gérer ces risques. Et enfin, la famille. Alors, on va commencer par l'État et la sécurité sociale. En fait, on va constater que ces risques donc, sont pris en charge par l'État. Donc, par exemple, si on prend le cas du risque de santé, donc le risque de maladie, quand vous êtes salarié, c'est-à-dire que vous travaillez, vous cotisez pour la sécurité sociale, c'est-à-dire vous donnez tous les mois une partie de votre argent, de votre salaire est prélevée afin d'alimenter les caisses de la sécurité sociale, qui, si le jour où vous êtes malade, prend en charge votre maladie, par exemple, et puis vous indemnise, parce que vous ne pouvez plus toucher votre salaire. Donc ça, c'est une illustration de la gestion des risques. En matière de gestion des risques sociaux par l'État, on va constater que d'un pays à un autre, il va y avoir 2 logiques. Soit une logique qu'on appelle d'assurance, qui est inspirée
par le modèle allemand, le modèle qu'on appelle de Bismarck. Donc c'est-à-dire le principe, c'est quoi? C'est que pour pouvoir toucher une prestation, il faut avoir cotisé avant au système. Ça c'est le premier principe. Et l'autre principe, c'est quoi? C'est le principe de proportionnalité. Si vous avez beaucoup cotisé, vous avez le droit de beaucoup toucher. On va prendre un exemple pour illustrer. Vous perdez votre travail en France. Le risque social du chômage en France, il est géré par l'État, notamment par un organisme qui s'appelle l'UNEDIC, selon une logique d'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre montant de chômage est équivalent à un certain pourcentage de votre ancien salaire, à peu près 80%. Vous touchez au chômage 80% de votre ancien salaire. Donc c'est-à-dire, parce que vous avez beaucoup cotisé, vous pouvez avoir un chômage élevé, parce que vous avez peu cotisé, vous aurez un chômage faible. Donc ça c'est le principe de l'assurance. Si vous n'avez pas cotisé, ben c'est simple, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc ça c'est une logique qui existe. L'autre logique qui existe, c'est la logique qu'on appelle d'assistance. Assistance, c'est inspiré par le modèle anglais, notamment qui a été mis en place au Royaume-Uni par Lord Beveridge. Et son principe, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir droit à certaines prestations, même si on n'a pas contribué. Donc, c'est-à-dire que les prestations peuvent être financées par exemple par les impôts. C'est-à-dire tout le monde paye pour vous, et vous bénéficiez d'une prestation. C'est par exemple en France le cas du RSA, le revenu de solidarité active, c'est un revenu qui est payé à quelqu'un qui n'a pas d'emploi et pas de droit au chômage, à peu près 500 € par mois. Donc là c'est une logique d'assistance, c'est-à-dire votre risque social c'est le chômage, vous êtes au chômage mais vous n'avez pas le droit à une indemnité chômage. Donc dans ce cas-là, vous êtes pris en charge selon une logique d'assistance. C'est-à-dire les autres ont payé pour que vous puissiez toucher ce RSA. Donc ça, en France, c'est une partie de la gestion du risque. D'autres institutions participent à la gestion du risque, par exemple si on s'intéresse au cas de la santé. Donc ça va être par exemple par rapport au risque social de la maladie. On va constater qu'il y a deux grands acteurs qui vont s'intéresser en plus de la sécurité sociale à la gestion du risque de la santé. C'est notamment le cas des mutuelles et des assurances privées. Le principe, c'est que vous payez à chacune une cotisation chaque mois, et qui fait que si vous avez un problème de santé, la mutuelle ou l'assurance privée va vous payer davantage que ce que vous offre la sécurité sociale. Donc on pourrait dire, dit autrement, ces deux organismes fonctionnent sur une logique plutôt assurantielle. Vous avez payé, donc vous avez droit. Si vous n'avez pas payé, vous n'avez pas droit. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces deux éléments ont des philosophies différentes, c'est-à-dire les mutuelles sont des organisations qui n'ont pas de but lucratif, c'est-à-dire si la mutuelle fait des bénéfices, ils sont reversés à l'ensemble des adhérents ou remis dans le système. Du côté des assurances privées, si l'assurance privée fait des bénéfices, les bénéfices vont être en partie reversés à des actionnaires. Troisième groupe qui participe en France à la prise en charge des risques sociaux, c'est la famille. La famille, elle peut prendre en compte par exemple le risque de vieillesse, prendre en charge en partie le risque vieillesse. C'est par exemple vos parents peut-être passent une partie de la semaine, quelques heures, beaucoup d'heures parfois, à s'occuper de vos grands-parents parce qu'ils sont très âgés. Donc ça c'est un don de temps. Donc c'est-à-dire la famille prend en charge une partie du risque social de la vieillesse de certains individus. On constate aussi dans la famille l'importance des transferts d'argent, des dons d'argent entre les individus. C'est notamment le cas entre les parents et les enfants. Dans quelle situation, pour quelques risques sociaux on va croiser ça? C'est par exemple le cas d'un jeune qui n'arrive pas à trouver de travail, qui est au chômage. Dans ce cas-là, ce qu'on va constater très souvent, c'est que les parents vont aider financièrement leur enfant. Donc là, on a une forme de prise en charge du risque social du chômage par la famille. De quelle manière? Par les dons d'argent. Ça, c'est les trois grandes institutions, les trois grands groupes qui prennent en charge les risques sociaux. Ce qui est important quand on parle de gestion collective des risques, il va y avoir quelques grands principes. Ces grands principes, je vais vous les expliquer.
Le premier principe de la gestion collective des risques sociaux, c'est comme son nom l'indique, c'est une gestion collective. C'est-à-dire il n'y a pas un seul acteur qui gère le risque, c'est pas juste, je ne sais pas si on prend le cas du risque santé par exemple, risque maladie, c'est pas juste la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale, plus les mutuelles, plus les assurances privées qui prend en charge ce risque. Et donc dans ce cas-là, on parle d'une gestion collective, c'est-à-dire une multitude d'institutions, privées, publiques, à but lucratif, à but non lucratif, s'occupent de la gestion de ce risque. Autre élément qui est important, quand on fait de la gestion collective des risques, c'est le principe de diversification, c'est-à-dire c'est important, quand on prend en charge les risques sociaux, d'avoir des profils d'individus très variés, c'est-à-dire d'avoir des jeunes, des vieux, des bien portants, des mal portants, des hommes, des femmes, etc. Pourquoi ? Parce que les probabilités de risques sociaux sont différentes. Si vous faites de la gestion collective de risques et que vous n'avez que des personnes âgées dans votre groupe test, là ça va poser problème, c'est-à-dire les personnes âgées sont des personnes qui ont beaucoup plus de probabilité d'avoir des risques de maladie, elles sont en risque vieillesse, donc à partir de ce moment-là, ça risquerait de vous coûter beaucoup plus qu'une population standard. Donc l'important c'est d'avoir des profils diversifiés. Ensuite, le dernier principe, c'est le principe de mutualisation. C'est-à-dire il faut imaginer, c'est comme si un fil invisible reliait les différents individus entre eux, de par leur participation à la société. C'est-à-dire on fait le choix de mutualiser les risques. Dans la société, il y a des gens qui vont être très peu malades, d'autres qui seront très malades, qui vont coûter très cher à la collectivité, et on fait le choix de partager ces risques, de mutualiser ces risques. Par exemple, on imagine un jeune diplômé qui s'intègre sur le marché du travail, il va payer des cotisations, il va payer des impôts, et généralement il va avoir peu de problèmes de santé du fait de son âge, donc ça c'est une première situation. Donc c'est-à-dire que lui va contribuer beaucoup plus qu'il ne va bénéficier. Puis on imagine la vie de ce jeune 15 ans plus tard, on lui détecte un cancer. Un cancer, ça coûte à la collectivité 80 à 100 000 euros. Donc c'est-à-dire que lui qui a beaucoup bénéficié, et à son tour, lui qui a beaucoup contribué, à son tour, il va beaucoup bénéficier. Donc ça c'est le principe de la mutualisation, soit à l'échelle d'un individu, soit entre les individus entre eux. La gestion collective des risques, ça présente des avantages. Le premier, c'est l'augmentation du bien-être, c'est-à-dire les individus ne sont pas préoccupés par le fait que s'ils perdent leur emploi, tout d'un coup ils n'auront plus rien. Il y a ce qu'on appelle des filets de sécurité. Si vous perdez votre emploi, vous touchez, comme je vous disais tout à l'heure, 80% de votre salaire. Ça procure une sorte de sérénité à l'individu, donc ça lui permet d'augmenter son bien-être. Cette situation aussi permet d'augmenter la productivité des individus. On se sait rassuré par l'existence de ce système, donc on est plus serein, entre guillemets, donc on peut travailler mieux, on peut travailler plus efficacement. Et donc cette augmentation de la productivité stimule l'innovation dans un pays. Un inconvénient par contre à cette gestion collective du risque, c'est les situations qu'on peut parfois qualifier d'aléa moral, c'est-à-dire que certains individus vont avoir des comportements opportunistes parce qu'ils se savent protégés par certains risques. Je vous donne un exemple. Certains économistes ont constaté que du fait de l'existence de la sécurité sociale et le fait que les consultations médicales étaient remboursées aux individus, certains individus surconsommaient des soins. Ils savent que leur consultation chez le médecin va être remboursée, donc en gros ils y vont plus que de raison, plus que nécessaire. Donc ça c'est une situation d'aléa moral. Ils font ça parce qu'ils se savent protégés, entre guillemets, ils savent qu'ils seront indemnisés du fait de la gestion collective des risques. Voilà un inconvénient et les avantages de cette gestion collective des risques.